Ces images nous sont familières. Il y a ces montagnes de déchets textiles abandonnés dans la nature d'un côté, et de l'autre, ces publicités cool et colorées qui nous poussent à acheter encore et encore des vêtements neufs. Découvrez la mode sur Zalando. Le shopping érigé en passe-temps, Jeanne l'a pratiqué quand elle était adolescente. C'est-à-dire que même des jeunes comme moi à l'époque, on pouvait aller consommer des habits pour pas trop cher. Et du coup, on faisait les soldes, on faisait aussi des virées shopping à Paris. C'était un peu le truc qui était super, l'aventure, justement pour trouver les choses que pas tout le monde a aussi ici. Parce que moi, j'aimais bien aussi, déjà à l'époque, pas forcément porter la même chose que tout le monde. Un système de mode rapide qui s'est encore accéléré ces dernières années. Selon le site Fashion Revolution, chacun d'entre nous achète 60 pièces de vêtements par année, 20 kilos, une surconsommation folle alimentée par une publicité autant axée sur le bonheur d'acheter que sur la sauvegarde de la nature. Mais il y a ce que la publicité ne nous dit pas, qu'il faut, par exemple, 14 000 litres d'eau pour produire un t-shirt et un jeans en coton, ce qui représente une année de douche quotidienne. Ou encore que l'industrie textile produit autant de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le transport maritime réunis. Des ressources qui sont immédiatement gaspillées puisqu'en Suisse, on collecte 65 000 tonnes de textiles usagés par année. C'est le poids de 10 000 éléphants. Des vêtements de mauvaise qualité, à peine portés, dont 80% terminent sa vie dans des décharges à ciel ouvert, loin de la Suisse. Mais cette réalité commence à influer sur le comportement de certains consommateurs. Toujours passionnée de fringues, Jeanne est aujourd'hui engagée dans l'association Fashion Revolution qui dénonce les excès de l'industrie textile. En allant à Berlin, j'ai découvert les Kilo Shop. Et là, c'est un autre univers qui s'est ouvert à moi parce qu'en fait, tout était trié par couleur, par taille, ça sentait bon. Ça donnait vraiment envie. Voilà, on pouvait acheter pour pas cher des habits vraiment en super bon état. Et c'est là aussi que justement a commencé ma façon de penser qui a évolué. Je me rendais compte aussi que consommer beaucoup d'habits, c'est pas forcément bien. Qu'on peut consommer aussi en réutilisant des habits qui ont été déjà consommés par d'autres personnes, mais qui déjà coûtent moins cher, qui prolongent aussi la durée de vie de ces habits. Je vais juste passer avec toi. Prolonger la vie d'un vêtement, ça passe par le transformer ou par exemple réapprendre à faire un ourlet. C'est l'objectif de cet atelier Repair Couture, organisé tous les mois dans l'Upcyclerie de Caritas à Genève. Je pense que souvent, les gens, en fait, ils ont juste une petite appréhension de départ, mais en fait, quand ils viennent à nos ateliers, on voit qu'ils le font avec plaisir. C'est là aussi qu'ils se rendent compte, en fait, à quel point ça prend du temps de réparer. Et je pense que c'est important qu'ils le fassent pour qu'ils se rendent compte, en fait, à quel point il y a des gens qui sont derrière tous ces produits qui sont fabriqués et que c'est de l'énergie, des moyens qui ont été mis en œuvre pour fabriquer ces produits. On peut acheter d'occasion, on peut transformer des vêtements pour les porter plus longtemps, mais on peut aussi acheter des vêtements éco-responsables et éthiques. C'est la démarche que propose la plateforme de mode en ligne genevoise Clother. J'ai voulu, à titre personnel, essayer de m'habiller de manière plus éco-responsable. C'est là que je me suis rendu compte que c'était un petit peu un parcours semé d'embûches. C'était vraiment pas évident de trouver les endroits où on pouvait avoir du choix, de savoir vraiment si les vêtements proposés étaient vraiment éco-responsables ou si c'était un petit peu de greenwashing. Et où on va dire, les magasins que j'ai trouvés, l'expérience n'était pas forcément toujours très très facile. Et c'est là que je me suis dit que peut-être si on voulait que les habitudes changent et qu'on amène de plus en plus de consommateurs et de consommatrices vers une mode responsable, il fallait pouvoir leur proposer une solution qui soit à la fois crédible et transparente, mais aussi avec un service le plus pratique possible. Depuis 2021, Clother propose des marques de mode choisies selon toute une série de critères stricts. Tout d'abord, il faut que ce soit des marques qui soient vraiment dans le domaine de la slow fashion ou de la mode durable, c'est-à-dire des marques qui vont proposer 2 collections par an et qui travaillent avec un nombre restreint d'ateliers, donc elles les connaissent, elles peuvent aller leur rendre visite, elles savent très bien où leurs vêtements sont produits. Et puis après, on veut aller chercher des vêtements qui soient fabriqués à moins de 1500 km autour de la Suisse. Ça nous permet évidemment de réduire les distances de transport, mais ça nous permet aussi d'avoir plus de garanties que les vêtements sont fabriqués avec des conditions salariales et des salaires dignes et des normes environnementales plus strictes. Des vêtements dont les prix restent raisonnables, entre 50 et 200 francs pour la plupart, et qui utilisent des matières premières de qualité. Nous, on va aller chercher des vêtements qui ont
au moins 75 voire 80% de matières durables qui vont être soit des matières recyclées, soit des matières qu'on va appeler upcyclées, c'est-à-dire aller rechercher des chutes de production, des fins de rouleau, ou alors des matières naturelles responsables comme le coton bio certifié, le lin ou encore le tencel. La mode éco-responsable est encore un marché de niche qui oblige le consommateur à choisir des marques moins connues que celles des géants de la mode. Bonsoir Lison Méric. Bonsoir Linda. On vient de voir votre reportage. Alors cet impact environnemental massif de la mode, ça pourrait évoluer au niveau européen dans les années qui viennent. Oui, avec une stratégie européenne qui vise véritablement à transformer cette industrie en une industrie durable et circulaire. Le premier axe, c'est la gestion de ces tonnes de déchets dont on a parlé, en proposant des restrictions aux exportations de déchets vers des pays tiers, donc des déchets textiles, en proposant aussi des collectes séparées et puis en créant des infrastructures de recyclage sur sol européen qui manquent actuellement. Un autre axe concerne la traçabilité de ces vêtements avec des passeports numériques qui permettraient de retracer toutes les étapes et de lutter contre la publicité mensongère, l'éco-blanchiment. Un autre axe encore est d'encourager des produits de qualité qui seraient revendables en seconde main et réparables aussi. Ça veut dire quand même de très gros changements en perspective. Ça fait de très gros changements pour les fabricants qui doivent concevoir leurs produits de manière beaucoup plus durable. C'est des changements aussi pour le consommateur qui doit envisager d'acheter moins, d'utiliser plus longtemps et peut-être de revendre pour la seconde main. C'est un gros freinage pour la fast fashion, telle qu'on la connaît actuellement. Oui, on recevra tout à l'heure le patron du lobby européen des fabricants de textiles à ce propos. Lison, on parle là d'un projet européen. Donc, en quoi est-ce que moi, modeste consommatrice suisse, ça me concerne ? Parce que les consommatrices et les consommateurs suisses achètent quand même essentiellement des marques européennes, même si les produits sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et puis aussi parce que le marché du continent européen, qui comprend la Suisse, est le champion du monde de la consommation des vêtements neufs. Et à ce titre, il a aussi la possibilité de dicter un peu sa loi et d'influer sur les changements dans la production des vêtements. Merci beaucoup, Lison. Et on va essayer maintenant de comprendre très concrètement ce que ce projet pourrait changer pour nos vêtements. La nouvelle stratégie de l'Union européenne veut transformer une industrie textile extrêmement polluante et productrice de déchets en une économie circulaire et durable d'ici à 2025. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Explication de la coopérative Circular Clothing, spécialisée dans la production de textiles circulaires. Une industrie textile circulaire, c'est le fait qu'on puisse produire demain de nouveaux vêtements à partir des vêtements d'aujourd'hui. Cela implique que ces vêtements soient d'assez bonne qualité pour qu'on puisse les utiliser pendant longtemps et qu'on puisse ensuite en fabriquer de nouveaux dans une matière sûre et saine, régénérée à partir des anciens. C'est un gros changement par rapport aux pratiques qu'on a actuellement. Absolument, oui, c'est un très grand changement parce qu'aujourd'hui, on pense dans une économie linéaire. Cela signifie qu'on fabrique des choses, qu'on achète et qu'on jette. Donc, c'est une approche tout à fait différente de produire des vêtements. Un des moyens de rendre le secteur textile circulaire, c'est de généraliser le recyclage. Les marques de mode rapide l'ont bien compris. Dans leur assortiment, elles multiplient les produits étiquetés recyclés. C'est un premier pas. En principe, je pense que c'est mieux d'utiliser des matières recyclées plutôt que des matières vierges parce que cela permet d'économiser des ressources. Mais si nous continuons à acheter autant de vêtements bon marché, rien ne changera. Disons qu'on peut bien introduire beaucoup de matières dans un cycle fermé, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de continuer à acheter autant de vêtements à bas prix. Il faut vraiment comprendre qu'une économie circulaire ne signifie pas qu'on va simplement recycler le plus de fois possible, mais plutôt qu'il faut allonger au maximum la durée de vie de nos vêtements. Nous avons acheté quelques vêtements contenant des fibres recyclées dans différents commerces pour les soumettre à cette chercheuse spécialiste des cycles de vie des textiles. C'est la production d'un vêtement qui utilise le plus d'énergie et de matière. C'est vraiment la phase de son cycle de vie qui consomme le plus de ressources.
Et ensuite, c'est la durée de vie du vêtement qui joue un grand rôle pour le rendre durable. Qu'on utilise des matériaux recyclés ou non, le plus important, c'est de choisir un tissu de qualité dont la vie soit aussi longue que possible et qui, après usage, puisse être recyclé pour refaire un autre vêtement. Mais 2/3 des vêtements produits actuellement dans le monde sont composés d'un mélange de fibres naturelles et synthétiques, un mélange qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. On mélange les matières parce qu'on veut cumuler toutes les propriétés. Et aussi, je pense qu'il y a la question du prix, parce que le polyester est vraiment très bon marché. On mélange ces matières pour obtenir certaines propriétés. Alors, est-ce qu'on est capable d'arriver au même résultat avec d'autres matières ? Est-ce qu'on est capable d'obtenir les propriétés du polyester en utilisant que des matières naturelles, par exemple? C'est vraiment passionnant d'essayer de rester circulaire. Mais c'est difficile. Ce n'est que le début et je trouve très stimulant de rechercher les matières du futur. Beaucoup de vêtements contiennent plusieurs fibres différentes. Exemple avec ce pull acheté chez C&A qui contient 52% de polyester recyclé, mais aussi de l'acrylique, de l'élastane et 4 petits % de laine. Je dois dire qu'il est très beau et très agréable au toucher. Mais l'économie circulaire ne se limite pas à un seul cycle. Le produit devrait être conçu pour être facilement recyclé plusieurs fois de suite. Et avec ce genre de mélange de fibres, je me demande ce qui se passe. Dans les magasins, on voit souvent ces étiquettes qui indiquent la quantité de matière recyclée qu'on trouve dans le produit. Mais il me semble que ce serait plus important de nous dire, par exemple, que ce vêtement peut être lavé 50 fois ou plus sans qu'il perde sa couleur, qu'il ne va pas se déformer et qu'on pourra le porter longtemps. Ce serait une aide pour que les consommateurs choisissent des vêtements vraiment durables. Certaines fibres naturelles comme la laine, la soie ou encore le cachemire peuvent être régénérées et réutilisées pour la confection de vêtements de très bonne qualité. Exemple avec ce pull et ce bonnet composés de 95% de cachemire recyclé et 5% de laine recyclée. Oui, c'est vraiment fascinant de voir qu'aujourd'hui, on est capable de faire d'aussi beaux vêtements à partir de fibres recyclées. La laine est produite par des animaux d'élevage qui utilisent beaucoup de ressources et rejettent vraiment beaucoup de gaz à effet de serre. Alors je pense que ça fait vraiment sens de recycler ce genre de matière noble. Évidemment, il faudrait connaître l'éco-bilan précis. Mais est-ce toujours le bon choix d'utiliser des fibres recyclées? Exemple avec ce t-shirt composé de 50% de coton bio et 50% de coton recyclé. Je dois dire qu'il a l'air d'être de bonne qualité. C'est la question qui se pose dès qu'on mélange un matériau neuf avec un matériau recyclé. Est-ce qu'on est en train de dégrader un matériau neuf ou de vraiment faire du recyclage? Et la réponse va dépendre de la qualité du produit qu'on obtient, de ce qui va se passer à force de le laver et de le porter. Pour qu'un vêtement soit durable, on doit donc penser son recyclage dès sa conception. L'utilisation de matériaux recyclés ne suffit pas. La coopérative Circular Clothing s'est donnée pour mission de guider les petites marques dans cette nouvelle manière de concevoir des vêtements vraiment éco-responsables. Nous avons un postulat de base dans notre projet dans le sens où notre intention est de proposer aux consommateurs des produits recyclables vraiment sympas. Nous souhaitons qu'ils aiment les vêtements parce qu'ils sont cool et pas forcément parce qu'ils sont recyclables ou pour toutes sortes de raisons environnementales. Nous aimerions persuader de nombreuses marques de proposer de beaux produits recyclables qui procurent beaucoup de plaisir aux consommateurs, au lieu de les culpabiliser en leur donnant l'ordre de devenir éco-responsables et durables. Je pense que le plaisir de créer de beaux produits est très important. C'est ça l'idée.
Bonsoir Dirk Van Tighem, merci beaucoup d'être avec nous depuis Bruxelles, directeur d'Euratex. Vous êtes en quelque sorte le chef des lobbyistes de la production de textiles au niveau européen. L'industrie textile, c'est une des plus polluantes du monde. On a vu ces montagnes de textiles, ces décharges de déchets textiles au milieu de l'Afrique. Qu'est-ce que vous attendez en tant que branche pour assumer vos responsabilités dans ce domaine ? Écoutez, comme vous avez dit dans l'émission, cette stratégie européenne pour le textile, c'est un défi, dans le sens que ça met beaucoup de pression sur nos entreprises pour changer, pour réduire l'impact environnemental du secteur dans sa globalité, donc pas seulement en Europe, mais dans sa globalité. En même temps, c'est une opportunité pour nos entreprises en Europe pour promouvoir la qualité de leurs produits, pour promouvoir la durabilité des produits textiles produits en Europe. Si on prend les exportations de déchets, telles qu'on les a vues, l'Union européenne ne veut plus de ça. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour que demain, ces déchets textiles ne soient plus exportés de manière massive ? Effectivement, donc, il y a une législation européenne qui s'annonce pour 2025, donc très bientôt, qui va interdire l'exportation des déchets textiles. Alors, en tant qu'Euratex, avec nos entreprises, on a lancé un projet qui s'appelle le ReHubs, Recycling Hubs, qui en gros vise à construire jusqu'à 150 unités de production de recyclage en Europe pour gérer cette montagne de déchets que vous avez décrivée. On parle aujourd'hui d'à peu près 7 millions de tonnes de textile waste en Europe, y inclut la Suisse. On va aller jusqu'à 9 millions de tonnes. Et donc, avec ces unités de recyclage, on croit qu'on peut changer ce déchet que nous avons vers une opportunité de marché pour utiliser les textiles recyclés et les réutiliser dans la production de nouveaux textiles, de nouveaux habillements sur base de fibres recyclées. Très brièvement, pour conclure, on parle là de conception écologique, de plus de transparence, de plus de recyclage. Est-ce que les prix des vêtements vont augmenter ? Certainement à court terme, les investissements nécessaires pour faciliter le recyclage, pour utiliser des produits plus durables, des matières premières plus durables, il y a un coût nécessairement. Donc à court terme, je crois que les prix vers le consommateur vont augmenter, mais si le consommateur effectivement est prêt à acheter des produits durables, à plus long terme, je crois que les prix vont rebaisser vers des niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Je crois qu'il y a un effet à court terme, mais à moyen terme, l'effet devrait disparaître. On se prépare donc à ces hausses de prix que vous nous annoncez plutôt temporaires. Merci beaucoup, Dirk Van Tighem. Très bonne soirée à vous du côté de Bruxelles. Et on l'a entendu, le recyclage est au cœur d'une approche plus durable du secteur textile. Le reportage qui suit montre à quel point la récupération des fibres et la confection de tissus recyclés reste un processus complexe. La tradition textile de la région de Prato, près de Florence, remonte au XIIIe siècle. Au milieu du XXe siècle, la ville connaît une longue crise économique, puis un nouveau souffle grâce aux entreprises de mode chinoises qui s'y installent. Méthode et prix chinois, mais made in Italy. Pourtant, quelques entreprises familiales italiennes ont survécu grâce à leur savoir-faire. C'est le cas de Comistra, spécialisé dans le recyclage des textiles. Mon père ne faisait que sélectionner et trier les chiffons. C'était un célèbre chiffonnier qui les sélectionnait par couleur et les vendait à ceux qui fabriquaient les tissus. Et puis, il fallait beaucoup de travail que nous faisons nous-mêmes aujourd'hui pour obtenir la laine mécanique. La laine mécanique, c'est le nom des fibres qu'on tire du recyclage des vieux vêtements, soigneusement triés par les cenciaioli, les chiffonniers en toscan. L'avantage de la laine recyclée, c'était le matériau, parce qu'à cette époque, on n'avait pas tellement de matières premières. Les transports n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui, alors le recyclage, ça procurait la matière première qu'on pouvait utiliser dans la filière textile.
À l'époque, Prato s'était spécialisé dans la laine recyclée. Mais ce n'était pas un argument de vente comme aujourd'hui. C'était de la laine, un point c'est tout. Et la plupart des marques l'utilisaient sans le savoir, ou alors ne voulaient pas le savoir. Aujourd'hui, au contraire, c'est devenu important de certifier que cette laine est recyclée. Nous avons une demande de plus en plus forte pour la laine recyclée parce qu'on y voit une manière d'aider la planète. Et donc, c'est devenu un bon argument de vente. Plusieurs entreprises dans la région de Prato recyclent les vieux vêtements. Ces ballots de cachemire ont été pré-triés en Inde à partir de vêtements usagés qui provenaient du monde entier. La première étape de tri sépare les vêtements qu'on pourra encore vendre en seconde main. Ensuite, les cenciaioli trient les textiles par couleur. Ils éliminent également les fibres synthétiques qui se seraient mélangées au cachemire. Le briquet, on l'utilise pour voir si ça brûle et sentir à l'odeur s'il contient du synthétique ou pas. Si le textile s'enflamme, c'est qu'il contient des fibres synthétiques. Il ne pourra pas être recyclé. Les cenciaioli éliminent ensuite soigneusement les coutures, les boutons ou les fermetures éclairs. Et enfin, ils réduisent les fripes en lambeaux. C'est clairement la meilleure manière de recycler les textiles, mais aussi la plus complexe. Le processus de recyclage est en effet loin d'être terminé. Les lambeaux des textiles sont ensuite finement hachés, puis lavés, essorés et enfin séchés. On obtient ainsi des fibres qui ressemblent beaucoup à de la laine ou à du cachemire cardé, qui permettront de fabriquer un nouveau fil. C'est clair que la laine vierge a des caractéristiques très performantes. Quand nous la recyclons, c'est vrai aussi que nous raccourcissons la longueur de la fibre de la laine. Mais Prato se distingue aujourd'hui par un savoir-faire qui rend difficile, même pour un professionnel, de reconnaître un vêtement en laine vierge d'un vêtement en laine recyclée. Autre avantage de la production de laine recyclée, la consommation d'eau est beaucoup plus faible que pour la laine vierge, sans compter qu'elle est déjà colorée. Nous n'avons plus besoin de colorer nos tissus, mais nous utilisons la couleur originale. Donc pas de colorant chimique, ni de traitement chimique, une grosse économie d'eau. Et il ne faut pas oublier que la production de textiles d'habillement dans le monde, ça représente 20% de la consommation totale d'eau. C'est alors un travail d'aquarelliste pour retrouver la teinte précise du fil désiré en suivant une recette où chaque nuance est pesée au gramme près. Il faut alors homogénéiser le mélange de fibres qui seront bientôt prêtes à être filées. Si l'échantillon est jugé satisfaisant, il sera reproduit à grande échelle pour fabriquer un nouveau fil. Grifo est également basée à Prato. Cette jeune marque de mode utilise ses fibres recyclées pour fabriquer des vêtements en coton, en laine et en cachemire. Une mode jeune qui allie matière durable et savoir-faire italien. C'est là qu'on retrouve notre pull et notre bonnet en cachemire recyclé. Que dire de la qualité de cette fibre ? Le cachemire recyclé conserve absolument toutes les propriétés du cachemire et de la laine. Mais c'est vrai que le recyclage raccourcit légèrement la fibre. Donc, un cachemire fabriqué en Mongolie sera peut-être de meilleure qualité que le recyclé, alors qu'un cachemire chinois sera moins bon. Ça dépend vraiment beaucoup du cachemire de départ.
Prato se distingue également par une tradition d'ateliers spécialisés dans les pièces de cachemire de très haute qualité, un savoir-faire dont Rifo profite pour la fabrication de ces cachemires recyclés. De leur côté, les ateliers en question y voient aussi l'occasion de renouveler leur activité traditionnelle. L'assortiment de Rifo propose également de nombreux articles fabriqués en coton recyclé. Nous fabriquons aussi du coton à partir de jeans recyclés et de chutes de production industrielle, principalement des déchets de confection. Ce sont des processus moins traditionnels ici, dans le sens où le denim n'est pas originaire de la région. Mais nous avons adapté notre savoir-faire pour pouvoir traiter également le denim. Nous fabriquons des pantalons, des jeans en réalité, mais nous avons commencé cette activité en fabriquant des pulls à partir de fils de vieux jeans transformés. C'est impossible de faire un pull exclusivement à partir de denim recyclé. Vous devez le renforcer avec un coton vierge pour améliorer sa qualité et sa résistance. Généralement, il faut ajouter au moins 15 à 20% de coton vierge bio dans le denim recyclé pour le renforcer. La production de vêtements en fibres recyclées dépend beaucoup de la qualité des vêtements qui sont récupérés. Et le constat à Prato, c'est que cette qualité baisse, avec des matières naturelles de plus en plus souvent mélangées à des fibres synthétiques. La qualité des vêtements, importante pour le recyclage, mais évidemment aussi pour la filière de la deuxième main. Vous êtes très nombreux à donner vos vieux habits pour les plus démunis, mais attention, pour qu'ils ne finissent pas dans des décharges comme celles qu'on a vues en début d'émission, eh bien, il y a quelques règles toute simple à suivre. Et on en parle avec vous, Tiffaine Guillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous coordonnez, vous présidez la coopération textile genevoise. Alors, parmi ces montagnes de vêtements que vous recevez, quelle est la part des habits qui sont encore utilisables ? Alors c'est à peu près 60% des vêtements, ce sont les standards que l'on trouve dans les centres de tri, 60% de vêtements qui sont réutilisables, qui peuvent être donc remis en seconde main dans les boutiques ou les vestiaires. Vous nous avez apporté quelques exemples très explicites d'aberrations en fait que vous retrouvez dans ce que vous collectez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez là ? Ça, ce sont les 30 à 35% qui vont être dédiés au recyclage. On peut le voir par exemple sur un jeans qui est fait principalement en élastane. C'est une fibre qui ne résiste pas à la chaleur. Donc par exemple, je pense que ce pantalon a dû être passé au sèche-linge et la fibre, on voit en fait, a cassé. Et ça fait que ce sont des vêtements après qui ne peuvent pas être reportés, qui n'ont pas de seconde vie et qui vont être destinés au recyclage. C'est aussi le cas, par exemple, de ce t-shirt qui est sale et qui a été déformé au lavage et qui va effectivement partir aussi vers une filière de recyclage. Et puis un autre point dont on parle peut-être moins souvent mais qui est aussi important, ce sont les chaussures. Oui, il faut savoir qu'une chaussure ne se recycle pas ou peu. Principalement, je vous ai amené ici des exemples. Ce sont des chaussures qui vont être des tennis, par exemple, en plastique. Si le talon est complètement fichu, vous pouvez le voir ici, ou alors là, par exemple, ça, c'est destiné à la poubelle. Ça ne peut pas être actuellement revalorisé. On le voit aussi sur des chaussures qui sont comme ça, où vraiment, vous pouvez voir, ce n'est pas de la bonne qualité et ce n'est pas récupérable. Par contre, une chaussure en cuir, oui, peut être récupérée, peut être revalorisée d'une manière ou d'une autre. Alors justement, c'est quoi, brièvement, les conseils de base pour donner utile ? Alors, tout simplement, il faut nous donner des habits qui sont propres et en bon état. Imaginez qu'il y a une personne derrière vous qui devra reporter ses habits. Et puis des habits de bonne qualité. Voilà, aussi. de bonne qualité. C'est important, par exemple, on le voit sur des chaussures ou des vêtements qui nous arrivent, qui ne peuvent pas être reportés, justement, et qui vont aller au recyclage. Alors que les besoins sont là, notamment les vêtements hommes, par exemple, dont vous manquez, et puis les chaussures, ça c'est intéressant. Exactement. Il y a par exemple sur une tonne de textiles qu'on va trier, on sait qu'on va trouver à peu près 10 à 15% seulement de vêtements pour hommes, parce que les hommes usent leurs vêtements jusqu'à la corde, achètent moins, et effectivement on a des besoins constants et croissants. Pareil pour les enfants par exemple, on a besoin par exemple de pantalons, de chaussures, parce que ce sont les articles qui sont le plus usés par les enfants et dont ils ont le plus besoin. Au Vestiaire Social, on a effectué plus de 10 000 distributions en 2022, donc les besoins sont là. Merci beaucoup Tiffaine Guillard, et puis on retiendra ce principe des besoins mais de vêtements en bon état et de bonne qualité. Très bonne soirée à vous. Merci.
Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Oh, c'est ballot. Et l'heure maintenant de notre rubrique consacrée aux absurdités conso. L'année dernière, vous nous en avez signalé des montagnes. Ce soir, nous allons remettre un prix au plus ballot des C-Ballots 2022. And the winner is... Eh bien, le produit qui a obtenu le plus de votes, c'est ce saumon fumé, mais sans saumon fumé. C'est pour les végétariens, les véganes. En fait, on a remplacé le saumon par des carottes. Il y en a 130 grammes et ça coûte 8 francs 95. Ça met le kilo de carottes à 68 francs 80. Et c'est François Egère qui va remettre ce prix. Nous sommes dans le canton de Berne, tout près de Thun, à Uttendorf, pour remettre notre prix C-Ballot. Alors ce trophée, c'est un peu votre trophée, consommateurs et consommatrices, puisque c'est vous qui avez voté pour la pire absurdité du monde merveilleux de la consommation l'année passée. Et le vainqueur 2022, c'est la société qui se trouve juste derrière moi, Wild Foods, qui fabrique ce fameux saumon vegan à base principalement de carottes bio. Le fondateur et directeur général de la société a dans un premier temps accepté de nous accueillir, de recevoir le prix en main propre et de nous ouvrir les portes de sa société. Mais quelques heures avant notre venue, il s'est finalement rétracté. Il nous a écrit pour nous expliquer que le processus de fabrication est long et particulièrement complexe. Il dure environ 5 jours et que la société a dû investir dans du développement et de l'innovation. Juval Curzi n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Il s'est en revanche déjà exprimé sur la question sensible du prix. C'était dans l'émission Rundschau en 2020. Il utilise du bois d'épicéa provenant d'un alpage pour fumer ses légumes. Dans le magasin, ça coûte environ 7 francs les 100 grammes. Ce n'est pas un peu cher ? Si on considère qu'il s'agit d'un produit naturel et que l'on voit le travail manuel qu'il nécessite, c'est tout à fait justifié. On ne se pose pas la question du prix du saumon qui a tendance à être cher, mais je dirais que l'investissement est à peu près le même. Bon, on va quand même lui remettre son prix. On verra bien ce qu'il en fait. Alors là, Wild Food. Et voilà. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Alors c'est vous qui orchestrez ce concours. Alors bon, il y a un petit côté léger, rigolo, mais en fait tout ça, ce n'est pas anodin. Oui, alors bon, c'est la deuxième année qu'on fait ce concours. Alors la première chose qu'on peut souligner, c'est que nos téléspectateurs, les téléspectateurs d'À bon entendeur, sont très vigilants, très attentifs et ils nous envoient des dizaines, plus d'une centaine de signalements par année. Évidemment, on ne peut pas tout traiter. Il y en a qui mériteraient d'ailleurs un traitement plus long. On en profite pour nous excuser auprès de ceux dont on n'arrive pas à parler. Et c'est quoi les catégories de situations d'absurdité qu'on nous signale le plus ? Alors, si on regarde un peu en arrière, on peut voir plusieurs grandes catégories. Il y a d'abord les absurdités, je dirais absurdes. C'est souvent une erreur sur une affiche ou vraiment la grosse bêtise, genre solde 3 francs 50 au lieu de 3 francs 50. Ça, c'est une erreur. Bon. On passe. Un peu plus tordu, il y a les soldes qui n'en sont pas vraiment. C'est par exemple un fer à repasser quand vous annonce 180 francs au lieu de 400, alors que si vous allez dans le magasin d'à côté, vous le verrez à 200. Donc c'est un peu des fausses soldes. Toujours un peu limite, c'est la présentation de certains produits. Vous avez sur un paquet de biscuits une photo où vous avez un biscuit avec plein d'amandes dessus. Puis en réalité, quand vous ouvrez le paquet, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, des crevettes surgelées, on vous en annonce 300 grammes. Mais lorsque vous les dégelez, il n'y en a que 200 ou 250. Et puis le prix, vraiment, ça intéresse. Alors, même s'il n'y a pas de tromperie, entre guillemets, ou d'erreur, le prix, tout simple, ça interpelle les gens. Ah oui, c'est l'exemple type du vainqueur de cette année. Il n'y a aucune tromperie. Tout est annoncé, c'est des carottes, on le sait, c'est pas du saumon. Mais évidemment, à 69 francs le kilo, ça a un peu interpellé nos téléspectateurs. Et puis, la catégorie de loin la plus présente et certainement la plus intéressante, c'est tout ce que j'appellerais le faux local ou les absurdités écologiques. C'est par exemple des farines d'un petit moulin vaudois qu'on vous annonce super local et puis qui en fait viennent de plusieurs continents. C'est des champignons de Paris mais qui viennent de Chine. C'est des moules à gâteaux que vous pensez acheter au magasin du coin mais qui en fait font 8 ou 900 km à travers l'Europe. Ou alors le vainqueur de l'année passée, la crème suisse
qu'on fait voyager en camion sur des milliers de kilomètres uniquement pour pouvoir la mettre dans les bonbonnes à pression. Avouez que c'est ballot. Absolument. Merci beaucoup Malik. Bonne soirée. Et puis Cébalo repart en 2023. Continuez donc à nous écrire pour dénoncer toutes ces aberrations qui vous agacent. abe@rts.ch ou via notre page Facebook. Et pour terminer cette émission, le plaisir de retrouver l'actualité conso avec Elisa Cacharo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous avez apporté toute une série de pains avec un ingrédient inattendu à l'intérieur. Oui, ce sont des pains que j'ai achetés donc à la Coop, à la Migros, chez Manor et dans une boulangerie. On les présente, leur point commun, c'est qu'on les présente très clairement comme des pains au levain. Mais quand on regarde de plus près la liste des ingrédients, eh bien, on peut se rendre compte que le levain est parfois un élément un peu accessoire parce que pour certains d'entre eux, on y trouve aussi de la levure. C'est le cas chez Manor et à la Migros. Alors, pourquoi utiliser de la levure si on parle de pain au levain? Oui, alors temps mort, parce que levain, levure, déjà c'est quoi exactement les différences? Alors pour vous expliquer ça, je vous propose d'écouter un boulanger qui est passionné de levain. Comment vous le travaillez alors ce levain? Celui-ci avec une farine bise, tous les jours en fait on va ajouter de la farine et de l'eau. Et à partir de là, du coup on va le laisser dehors et lui il va faire sa propre fermentation. Et puis nous à partir de là on surveille et puis au bout d'un moment on va le mettre au frigo pour le stabiliser. Et puis après? Et après, du coup, il partira dans les pains le lendemain. Et une fois qu'il est dans les pains, là, il y a encore un autre... Et il y a encore une autre fermentation sur du 24 heures. Notre levain, là, il est d'hier. On a pétri ce matin. On a le pain qui est au frigo, qui est en froid. Et puis, moi, je vais revenir cette nuit pour le cuire. Avec la levure, ce qui est plus simple, c'est qu'on va stabiliser nos produits plus facilement. Peut-être avoir une constance qui est meilleure, en fait, finalement. Après, je vous dis, si vos levains sont bien faits, bien stabilisés, et que vous prenez le temps de bien vous en occuper, normalement, vous avez une régularité aussi. C'est ce qui diffère avec la levure, en fait, où on a moins besoin d'être sur ses gardes. Le levain, il demande beaucoup d'attention. On a moins de temps de pousse, on peut aller beaucoup plus vite. Et moi, avec la levure, je peux travailler en 3 heures. Il suffit que je mette 10 grammes au kilo de farine, et puis je pétris, et puis ça peut aller très vite au four, en fait. Et d'ailleurs, on peut reconnaître ces pains dans le commerce. On va avoir des pains très gonflés, des mie très blanches, très compactes, et des pains qui sèchent très vite. C'est pas la même recherche, c'est pas le même travail, on arrive à faire de très belles choses avec la levure. C'est pas un problème, mais c'est vrai que quand on commence à travailler avec les levains, on a de belles croûtes, on a de beaux arômes, on a des mie qui sont beaucoup plus grasses, plus riches, et puis la conservation, quoi. Aujourd'hui, on peut acheter des pains qui se conservent 3-4 jours, et ça, c'est top pour le consommateur. Oui, donc en résumé, la levure permet de réduire le travail en boulangerie et puis aussi d'avoir un produit précis et constant, tandis que le levain est plus intéressant au niveau de la conservation. C'est ça. Et un autre aspect qui est devenu aussi très tendance ces dernières années, c'est qu'il améliore la digestion des nutriments et leur absorption. Donc ce serait meilleur de manger du pain au levain? Alors la Société suisse de nutrition m'a expliqué que le pain au levain n'est pas plus recommandé que les autres pains, sauf peut-être pour les personnes végétariennes, parce que, je cite, la meilleure disponibilité des minéraux, notamment le fer et le zinc dans le pain au levain, peut devenir un vrai atout. Oui, donc d'un point de vue commercial, on comprend bien que le levain est un bon argument marketing. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a aussi de la levure dans ces pains? Alors c'est ce que j'ai demandé à Manor et à la Migros. Il semble effectivement que ces magasins essayent de jouer sur tous les tableaux. Manor m'assure toutefois que l'utilisation de levure est réduite et la fermentation est longue, 16 heures. Mais comparé aux 24 heures de fermentation, comme on l'a vu dans la boulangerie tout à l'heure, c'est quand même 8 heures de moins. Pour la Migros, on reste un peu plus secret sur la fabrication. Et puis pour le pain de la Coop? Alors là, il est noté sans levure. C'est une indication qui est quand même bien plus claire. Et puis vous avez aussi plongé le nez dans les journaux et vous y avez déniché, entre autres, un classement des 10 entreprises qui ont le plus agacé les lecteurs du magazine Bon à savoir en 2022. C'est ça. Et dans le top 5, donc, on retrouve Serafé qui perçoit la redevance radio-télé avec pas mal d'erreurs dans les factures. Assura qui oblige ses assurés à choisir entre une police plus chère pour la complémentaire ou une réduction des cliniques remboursées. Sunrise UPC qui rend ses clients complètement dingues en refusant la résiliation par courrier. On a aussi les SMS surtaxés de Ecovox et Paycon. Enfin, la société Obligo avec ses factures absurdes. Et ce n'est pas un hasard, ce sont des entreprises dont nous avons beaucoup parlé à ABE. Oui, Obligo qui est actif depuis une dizaine d'années. Alors le modèle est très simple, elle vous envoie des factures pour des prétendus abonnements avec des rappels et tous les frais qui vont avec. Et les personnes ciblées s'arrachent les cheveux. Actuellement, je suis sous antidépresseur, je dors très mal. Arrivé à 60 ans, passer par un truc comme ça, j'ai jamais eu de ma vie une situation pareille.
et jamais eu de poursuite. Je trouve que c'est pas normal. J'ai perdu beaucoup de mon temps avec mon nouveau ordinateur et c'était énervant, quoi. Ce qui affecte ces deux messieurs qui témoignent anonymement est arrivé à des milliers de Suisses depuis 2013. Tout commence par une fenêtre publicitaire qui s'ouvre lorsque l'on surfe sur son smartphone. Elle propose un contenu pornographique ou des rabais pour des achats. En essayant de fermer cette fenêtre, le programme publicitaire récupère votre numéro de téléphone et quelqu'un vous appelle quelques jours plus tard. Si vous avez affaire à Obligo, eh bien sachez que la FRC met à disposition de ses membres une lettre type pour couper court à leur réclamation. Elisa, vous avez aussi épluché les magazines de la Coop et de la Migros. Oui, je pense que vous avez remarqué les nombreuses publicités de ces magasins en lien avec Veganuary. C'est donc la contraction entre vegan et January. Oui, parce qu'on connaissait déjà le Dry January, donc pas d'alcool pendant le mois de janvier. Et puis maintenant, on a le Veganuary. Le principe, c'est pas de produits d'origine animale pendant ce même mois de janvier qui n'est pas le plus folichon des mois. Oui, mais alors pour vous aider à tenir ces résolutions plus ou moins difficiles, les magazines de la Coop et de la Migros vous présentent en long et en large leur assortiment de produits véganes. On a même des recettes qui sont proposées ou encore un comparatif des émissions de CO2 produits par les aliments carnés par rapport aux aliments véganes. Oui, donc d'un côté, les grands distributeurs promeuvent le véganisme, enfin ou du moins le Veganuary, mais d'un côté seulement. Oui, parce que de l'autre, quand on arrive au bout de la lecture de ces magazines, eh bien, on tombe sur les meilleures promotions de la semaine et là, tout s'effondre. Moins 47% sur la viande hachée de bœuf, moins 40% sur le saumon. Oui, là, 2 poulets pour le prix d'un également. Exactement. Donc on n'est pas dans la lutte absolue contre la souffrance animale, disons. Mais disons que c'est le talent de ces grandes entreprises. Elles arrivent à s'acheter, à s'offrir une bonne image avec l'écologie et le bien-être animal, tout en nous refilant de la viande bon marché et la mauvaise conscience qui va avec. Et on termine avec une pub qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la chaîne de fitness suisse Kizer Training qui a eu apparemment du mal à trouver des traducteurs pour sa dernière campagne de pub. Ouais, des douleurs au nuque, au nuque, jawohl. Oui, vous voyez, ça déstabilise, ça fait beaucoup rire sur les réseaux. Oui. Où on a rapidement fait le lien aussi avec une autre petite blague, avec des douleurs eunuques. Voilà, mais certaines personnes se sont aussi demandé s'il n'y avait pas là une stratégie de la part de Kizer pour faire le buzz. Ce serait quand même un pari un peu audacieux. Oui, en tout cas, ça fait mal à les oreilles. De la leçon de cuisine à la leçon de français, c'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir.